Bienvenue à Mille et une Cultures. Dans cette émission, nous recevons un spécialiste du milieu communautaire, mais aussi des services sociaux et de santé du Québec, conseiller cadre diversité culturelle du CEUS 3S de l'Ouest de Montréal. Abdoulaye, je sais que vous êtes d'origine sénégalaise. Ouais. Alors, vous êtes au Québec depuis combien de temps? Je suis au Québec, j'entame ma 32e année. Wow, 32 ans. Une trentaine d'années. Toute une vie. Hein. Tout à fait. Voilà. Toute une vie, tout un parcours. C'est ça. Ouais. Donc, un parcours qui peut être intéressant pour les jeunes, je pense. 32 ans au Québec, vous avez quitté le Sénégal, un pays stable. Vous êtes là depuis 32 ans. Je sais qu'un long parcours qui vous a mené à cette nomination récente de la ministre McCain, donc, qui compte sur vos compétences pour travailler dans les services de santé puis faire la promotion de la diversité, j'imagine? Tout à fait. C'est voilà. effectivement ça. Ouais. C'est le mandat. Donc, comment ça s'est fait? Pourquoi le Québec? Et c'est quoi votre parcours, en fait? Ça serait trop long à expliquer. On va essayer plus de le résumer autant que faire se peut. En réalité, je suis venu ici en tant qu'étudiant. Donc, je suis venu rejoindre mon frère à l'époque, Barambeng, qui est quand même connu pas mal à Montréal. Donc, j'étais venu pour des études. Et par la suite, quand j'ai terminé les études, je suis retourné au Sénégal. Mais j'étais beaucoup attaché au Québec de par les amitiés et les relations que je m'étais faites. Alors, donc, j'ai dû revenir à Montréal. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas quitté Montréal parce que j'ai commencé à travailler. Je me suis marié. J'ai aussi une petite fille. Et ça, dans le fond, ça a continué comme ça. Effectivement, en termes de parcours professionnel, la nomination du ministre, de la ministre plutôt, qui est en fait pour le comité provincial de la prestation des services en santé et services sociaux pour les personnes d'origine ethno-culturelle est une belle promotion, je pense, pour les jeunes. Cependant, cette nomination-là, il a fallu avoir un parcours. C'est une consécration. Voilà, en fait, c'est une consécration, exactement. C'est une consécration de quelque chose qui a débuté, je dirais, il y a une vingtaine d'années. Parce que j'ai débuté en travaillant dans une maison de jeunes à Verdun, qui existe toujours, qui est la maison de jeunes Point de Mire de Verdun. Je dis bonjour à mon chum Mario en passant. Après la maison de jeunes, moi, dans le fond, mon intérêt, c'est beaucoup de travailler avec des personnes vulnérables. D'accord. Quelles que soient ces personnes. Ceux qui connaissent Verdun un peu savent que ce n'est pas un milieu facile. Donc, après ça, j'ai eu un enfant et une fille, Aminata Femme, donc, qui a maintenant un bon 17 ans. Donc, j'ai dû changer de travail parce que les maisons de jeunes, ça commence l'après-midi et ça finit tard le soir. Fait que ça me prenait un emploi plus, disons, de jour. Donc, c'est là vous êtes confronté à la conciliation travail-famille. Voilà, à la vie familiale. Donc, j'ai dû trouver un autre travail. Et là, c'était agent de mobilisation citoyenne qui était beaucoup de travailler avec des immigrants. C'est là que ça a commencé, en fait. Avec le CLIC de Bordeaux-Cartierville, qui est une table de concertation à Bordeaux-Cartierville, où j'ai eu à mobiliser des citoyens, qui étaient beaucoup des nouveaux arrivants, pour leur apprendre leurs droits sur le logement, la sécurité alimentaire, et puis essayer de changer un peu la façon dont le propriétaire les traitait. D'accord. Qui était une façon de les traiter qui était très injuste. De ce projet-là, effectivement, je fais encore un détour rapide. La solution était beaucoup qu'on a tout démoli les bâtiments et on a reconstruit des immeubles neufs. C'est au coin de Acadie et Henri Bourassa. Oui, je vois un peu de quoi on parle, ces nouvelles constructions. Donc moi, j'étais dans le feu de l'action à cette période-là. Et par la suite, effectivement, il y a quelqu'un du CIUS du nord de l'île qu'on appelait à l'époque le CLC, ou plutôt le C3S, Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, donc Centre de santé et de services sociaux, Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent,
qui m'a en réalité recruté. Donc, j'ai quitté le communautaire pour rentrer au niveau donc, des services de santé. Des services de santé. Oh, d'accord. Comme organisateur communautaire. Et comme organisateur communautaire, effectivement, c'était beaucoup d'accompagner les organismes au niveau de leur mission de base. Et partant de là, on a aussi fait beaucoup de démarchage avec nos organismes communautaires de quartier. Par contre, ça, à un moment donné, je trouvais que j'étais rendu ailleurs dans mon parcours professionnel et c'est là que j'ai décidé de faire une maîtrise en gestion. Et donc, ayant fait une maîtrise en gestion, j'ai pu avoir la maîtrise qui est une maîtrise qui m'a permis donc de rentrer au niveau plus, disons, de la gestion. Parce que là, j'étais plus un employé régulier. Mais là, je devenais gestionnaire. Un cadre gestionnaire. Au cadre gestionnaire, je vais poser la question que se posent sûrement beaucoup de gens, surtout des immigrants. Nous, on est habitués à des hôpitaux, des trucs, mais ici, c'est CLSC, C3S, CU3S. C'est quoi la différence? C'est ça. Mais la différence, elle est, je dirais, d'abord au niveau de la taille, parce qu'à l'époque, quand on disait CLSC, ça signifie Centre local de santé de services communautaires. Donc, c'était, disons, une organisation qui était beaucoup plus proche des populations. Par la suite, quand on a décidé de faire des C3S, c'était de regrouper différents services pour faire en sorte que les populations aient plus de facilité à avoir des services de santé et aussi effectivement essayer de diminuer toute la charge administrative. Donc à ce moment-là, on disait C3S. Et par la suite, en 2015, celui-là, il est très récent. Donc 2015, ce qu'on appelle la réforme Barrette. Elle est arrivée, je pense que c'est le 10 avril, certains vont me corriger, mais 10 avril 2015, en tout cas de ma mémoire, où on a décidé de regrouper ça, mais à Montréal, donc on a 5 CIUS, donc qui sont des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Ce qui est sûr, c'est que la grosse différence, c'est déjà le nombre d'employés, mais je pense aussi c'est que des CIUS, il y a des hôpitaux, donc là on parle de 3e, 4e ligne, la recherche et tout ça, sont intégrés dans des CIUS et ça donne une meilleure possibilité aux patients de pouvoir être suivis à quelque niveau que ce soit, mais pas juste au niveau quartier, mais disons dans une zone géographique beaucoup plus élargie. Si on prend le sens, l'exemple du CIUS du Nord, où moi j'ai déjà travaillé pendant 8-10 ans, on a l'hôpital Sacré-Cœur, par exemple, qui est attaché au CIUS du Nord, ainsi que l'hôpital Fleury, et l'hôpital Jean Talon. Fait que ça fait 3 CIUS quand même autour d'une plus grande population et ça permet, disons, de donner un peu plus de services. Voilà, ça dessert plus de monde, ça a plus de personnel, c'est plus grand. Puis, pour être CIUS, il faut être rattaché à un centre universitaire. C'est ça, parce qu'il y a les CIUS et il y a les CIS aussi. Voilà, les CIS, eux, ne sont pas rattachés à des... C'est ça, rattachés avec l'université. C'est ça. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, vous venez donc d'avoir cette consécration, un travail reconnu. Puis, on va aussi mettre en avant la diversité de ce que je comprends. Parce que c'est un comité récent, ce comité-là. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que le comité, lui, en tant que tel, n'est pas récent. Par contre, la nomination c'est ça, à ma connaissance, d'une personne d'origine africaine, sénégalaise dans ce cas-ci, c'est là, oui, elle est nouvelle dans ce sens-là. Et je pense que c'est bon de dire reconnaissance dans la mesure où, effectivement, c'est les différentes... parce que je ne voudrais pas sauter rapidement, parce que je parle de gestion. Dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que j'ai 10 ans où j'ai travaillé comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Vous avez une pratique de gestion. Où j'ai vraiment, autant à Bordeaux, Cartierville, Saint-Laurent, qu'à Saint-Léonard, Saint-Michel. Donc, je connais quand même pas mal le réseau des CIUS de Montréal, étant donné que sur les 5 CIUS,
j'ai travaillé sur les 3 CIUS, qui est le CIUS du Nord, le CIUS de l'Est et aujourd'hui le CIUS de l'Ouest. Donc, ça, ce que ça a permis, effectivement, c'est de montrer aux jeunes surtout qu'à force de travail, mais tout est possible dans la mesure où c'est beaucoup d'expérience qu'on accumule et qu'on arrive par après à montrer que on est aussi capable que quelqu'un d'autre. Pour des jeunes Africains ou des jeunes immigrants, je pense que ça peut être quelque chose d'encourageant que de dire il y a toujours possibilité, dans le fond, de franchir de grimper les échelons, puis de franchir les barrières. À force de travail, puis de constance, qu'on y arrive. Pour finir, dans ce comité, qu'est-ce que vous faites? Moi, on me dit Abdoulaye Fam est cadre diversité culturelle. C'est quoi son travail? Voilà. C'est ça. Le comité, dans le fond, rejoint totalement le travail que je fais parce que le travail que je fais, c'est beaucoup un travail d'accès d'accès aux services de santé pour les personnes d'origine immigrante. Mais c'est aussi de m'assurer de l'adaptation des services de notre CIUS vis-à-vis de la population immigrante. Le comité, lui, il arrive et son objectif, c'est justement de s'assurer de l'équité de l'offre de services quand on s'adresse à la population en général, mais de ne pas oublier qu'il y a une partie de cette population, et cette fois-ci, c'est à travers le Québec, qui sont des personnes d'origine immigrante et qu'on ne devrait pas laisser de côté. Donc, le comité est là pour, dans le fond, aviser la ministre sur ces particularités-là et où est-ce qu'on devrait aller pour essayer d'aider les intervenants à mieux desservir la population en général, mais particulièrement la population ethno-culturelle. Pourquoi il y a cette nécessité? Donc, vous me parlez de spécificité au niveau de l'offre. Qu'est-ce qui est spécifique, mettons, pour une population immigrante à Bourdieu-Quartier-Ville qui nécessiterait ce cadre-là? C'est une excellente question. Ce qui est particulier, c'est justement le niveau de compréhension de ce qu'est un système de santé pour une personne immigrante. Je m'explique. La plupart de nos immigrants qui arrivent au Québec arrivent de pays où le système de santé n'est pas similaire avec le leur. Alors, si nous, on ne leur donne pas les outils ou on ne leur explique pas la façon dont ça fonctionne, si je prends l'exemple au Sénégal, quand on parle de clinique, nous, d'habitude, c'est privé. On pense tout de suite à « il faut que je paye ». Ici, il y a quand même la carte d'assurance maladie, qu'on sait qu'elle est différente dans la mesure où ce n'est pas toi nécessairement qui paye. Ce n'est pas parce que tu es allé à la clinique qu'ils vont te demander de payer. Il y a des cliniques privées, mais le terme clinique en soi ne signifie pas nécessairement que c'est pécunier. Donc, c'est des détails, je dirais. L'autre chose, c'est la langue. Tout le monde ne parle pas le français ou l'anglais. Donc, avoir accès à des services, c'est aussi leur parler dans une langue que ces gens-là comprennent. C'est aussi de leur prouver et de leur montrer que ces services-là leur sont accessibles aussi bien qu'à la population en général et de trouver des mécanismes ou des mesures pour le faire. Et pour ça, c'est beaucoup à travers les formations qu'on peut essayer de mieux former nos intervenants. Donc, ce comité, en réalité, ça amène à être plus sensible, je dirais, à cette population qui, toutes choses étant égales, ne peut pas être considéré comme une population de Québécois de souche ou quelqu'un comme moi qui ça fait 30 ans qu'il est là, il comprend un peu plus dans le fond. D'accord. Donc vous servez un peu de lien, c'est une sorte de médiation. Exactement. C'est un comité dans le fond consultatif où on va essayer de dégager des pistes d'action et des pistes de solutions et essayer de partager ça avec la ministre pour dire peut-être ces zones-là, il faudrait être sensible par rapport à la population immigrante, au même titre que ça pourrait être à la population anglophone, par exemple. Ici, il s'agit plus de la population immigrante, de par leur méconnaissance, disons, de notre système public. Donc, nous, on travaille pour essayer, je dirais, d'ouvrir plus nos institutions de santé à cette nouvelle population, parce que je parle des immigrants, mais il y a aussi les réfugiés
Il y a aussi les demandeurs d'asile qui ne sont pas tout à fait au fait de comment avoir accès aux services de santé du Québec. Donc, on sera là pour essayer de les aider à y accéder. En tout cas, félicitations pour cette nomination. Puis on te souhaite un bon succès, puis que ça puisse inspirer encore beaucoup d'autres jeunes à travailler sur cette voie-là. Merci beaucoup, Abdoulaye Fam. Merci beaucoup. Khady, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. J'ai trouvé ça important de pouvoir au moins converser pour que les jeunes, effectivement, puissent en bénéficier de ça. Et puis, merci de m'avoir invité là-dessus. C'est un plaisir. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Parce que la culture, c'est aussi la science et les technologies, je vous emmène au Cosmodome de Laval, où un programme de 10 semaines est offert aux passionnés d'aviation et d'espace âgés entre 10 et 14 ans, les dimanches aéro. Au programme, atelier de design de satellites, construction de modèles de planeurs, défis de construction sur les thèmes de l'aérospatial, visite des laboratoires de l'École de technologie supérieure et bien d'autres aventures. C'est jusqu'au 8 décembre 2019, les informations et les inscriptions sur cosmodome.org. Il y a également jusqu'au 7 décembre les samedis débrouillards, où des animateurs du Club des débrouillards emmènent les jeunes âgés entre 6 et 12 ans à s'exprimer, à expérimenter la science de façon amusante et surprenante. Ce sont donc les samedis de 10h à 11h pour les 6 à 8 ans et de 11h à midi pour les 9 à 12 ans. Ce sont des activités payantes, donc renseignez-vous sur le site officiel du Cosmodome de Laval. Restons au Cosmodome où le 6 novembre, cette fois-ci, vous pourrez assister à une conférence intitulée « L'aérospatiale des années 50 aux stations spatiales », une conférence donnée par Marie-Luce Guénaud, qui est graduée en ingénierie mécanique et aérospatiale de l'Institut de technologie de Chicago. Ce sera le 6 novembre dès 19h30 au Cosmodome de Laval et c'est un événement gratuit. Du 9 au 15 novembre, voyez l'opérette La fille du tambour-major à la Maison des Arts de Laval. Les 9 et 15 novembre, ce sera à 19h30 et les 10, 16 et 17 novembre à 14h. Cette opérette de Jacques Offenbach, présentée par l'Opéra Bouffe du Québec, est mise en scène par Alain Zoubi et chorégraphiée par Monique Vincent sous la direction artistique et musicale de Simon Fournier. La fille du tambour-major est un opéra comique qui est décrit comme une œuvre pleine de romance, d'intrigue et d'air triomphant, en se situant au 19e siècle en Italie, alors qu'une compagnie de soldats français entre dans un pensionnat de jeunes filles. Les achats de billets, c'est sur opérabouffe.org. Pour terminer, jusqu'au 1er février 2020, participez à Objectif Zénith, la grande campagne de financement des organismes lavallois. En vous procurant un billet, vous contribuez à la réalisation de différents projets proposés par près d'une centaine d'organismes participants grâce aux fonds collectés. Vous courez également la chance de remporter des prix. Alors, jusqu'au 1er février 2020, encouragez les organismes culturels, sportifs ou communautaires lavallois dont vous bénéficiez peut-être déjà des activités et des services. Les informations se trouvent sur événements.laval.ca sous Entraide et hommage, tirage Objectif Zénith. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons un artiste multidisciplinaire, mais on peut dire aussi qu'on le connaît beaucoup mieux dans le domaine de l'art visuel, d'origine marocaine, Youssef Garbaoui. Bonjour Youssef. Bonjour et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Youssef, parlons d'abord de ton parcours migratoire. Comme ça, c'est un passage obligé pour tous nos invités. On aime savoir qu'est-ce qui vous a amené au Québec. Oui, moi, je suis arrivé au Québec en 2004. Et l'idée de départ de quitter le Maroc, c'était pas quelque chose comme un projet planifié pour le long terme. J'étais quelqu'un juste passionné par le voyage, par la découverte des autres univers et tout.
Donc, et mon départ, il s'inscrit dans cette volonté d'explorer un peu le monde. Et j'étais habitué par le fait de voyager. À l'époque où j'étais au Maroc, je voyageais plusieurs fois vers l'Europe, vers plusieurs pays en Occident. Alors, et mon choix, c'était pour le Québec à un moment donné. Et j'ai passé par les formalités pour partir et pour venir ici. Et en arrivant ici, pour moi, c'était plus facile pour l'intégration parce que je suis passé par les études à l'université. Donc, j'ai commencé à faire des études universitaires, des études supérieures. Alors, après quelques années, le passage n'était pas trop compliqué. Donc, vous avez étudié en cinématographie à l'Université de Montréal, je pense. Oui, exactement, surtout en art visuel et médiatique. Ok, d'accord. Donc, le Québec était finalement une destination parmi tant d'autres, mais vous avez décidé de rester au Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qui a accroché plus que la France ou ailleurs? Oui, j'ai décidé, bon, c'était le temps des fois qui organise les choses, c'était des concours de circonstances, mais c'est un pays que j'ai aimé. Après avoir fini mes études, j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignant d'art visuel ou d'art visuel en général ou d'art et multimédia. Et j'ai trouvé que c'est un pays où il y a beaucoup d'événements culturels, il y a de l'art, donc j'ai aimé le fait de continuer à vivre ici sans aucun problème. Mais ça reste toujours une expérience. L'expérience d'immigrant, l'immigrant, c'est comme je dis toujours, il y a l'expression avoir le pied de marin. Il faut avoir le pied de marin pour réussir dans la vie. Des fois, c'est pas facile. Parce que savoir un peu garder son équilibre sur un bateau sans avoir le mal de mer. Savoir naviguer aussi. Donc vous naviguez à Laval. Vous êtes Lavallois, Youssef. Vous enseignez, je pense, au Collège international, c'est ça? Oui, l'art visuel. Oui, j'enseigne à l'école d'éducation internationale de Laval. J'enseigne les arts et multimédia. Les arts et multimédia. Donc, moi, quand je pense art, c'est souvent, c'est assez classique, art plastique, peinture et tout. C'est quoi la différence avec l'art visuel multimédia? Est-ce que c'est juste quelque chose de virtuel? Y a-t-il une grande différence dans l'approche? Oui, en général, parce que quand on dit dans les écoles, les arts, en général, c'est les arts plastiques. Bon, il y a les arts dramatiques, la musique et tout, mais il y a les arts plastiques, il y a les arts et multimédia. En général, l'art multimédia ou l'art visuel, ça regroupe un peu tous les médiums d'art plastique ou de sculpture, plus les arts numériques, la vidéo, la photographie. Donc l'art visuel en général, le graphisme, l'art visuel en général, il englobe beaucoup plus de disciplines. D'accord. Mais c'est toujours pour produire un produit qui normalement doit être perçu par l'œil, soit en image fixe ou en mouvement. D'accord. Puis, selon votre expérience d'enseignant, est-ce que c'est quelque chose de très populaire chez les jeunes? Oui, le cours de multimédia en général, c'est un cours très populaire parce que c'est une génération qui touche beaucoup aux nouvelles technologies. Alors, ils se retrouvent plus facilement à l'aise dans un cours où ils sont devant un ordi avec des caméras, avec des appareils photo. Donc, on peut aller les chercher plus facilement que dans un cours d'art plastique. D'accord. Puis vous, au niveau de votre carrière, quand je regarde votre CV, c'est vrai, vous avez voyagé, vous avez eu des formations aussi ailleurs dans le monde, mais je vois que vous exposez depuis 1993. OK? Et je vous regarde, puis je me dis, il a dû commencer à exposer jeune. 93, ça fait quand même une couple d'années, là. Oui, c'est en 1993, j'ai eu mon poste d'enseignant d'art plastique au Maroc.
Alors c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé mon parcours professionnel en tant qu'artiste aussi, parce que j'étais enseignant et une pratique artistique. Donc ma première exposition en 1993, et après ça a continué jusqu'à 2004 au Maroc, plusieurs expos solo et collectives, plusieurs expos à l'étranger aussi. À Rouen, vous avez exposé à Rouen? Oui, à Rouen, j'ai exposé à Paris plusieurs fois, des solos collectifs. J'ai fait une résidence à la Cité internationale de Laval, à la Cité internationale de Paris, en 1999. J'ai fait plusieurs expositions à l'étranger avant de venir m'installer au Québec en 2004. Celui qui vous a le plus marqué, parce que je vois qu'il y en a plusieurs, je pense, sans me tromper, que ça doit être étendu. Oui, ma dernière exposition qui a marqué un peu le retour au Maroc, parce que depuis 2004, je n'ai pas exposé au Maroc. D'accord. Alors, j'ai eu la possibilité d'exposer il y a quelques mois au Maroc. L'expo est intitulée « Étendue », où je travaillais sur la notion de déplacement, sur l'immigration, sur l'identité, le voyage. Donc c'était une exposition très bien réussie dans un beau espace, et c'était quelque chose qui voilà. Donc quand vous faites vos œuvres, mettons en regardant Étendue, vous avez parlé de migration, d'identité. Vous, c'est quoi vos principales sources d'inspiration? Ça vient d'où, votre inspiration? Oui, mes sources d'inspiration, d'abord, c'est mon quotidien. Et aussi, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de lectures, surtout la lecture produite par des écrivains voyageurs, des écrivains qui travaillent sur la notion, sur la question de l'immigration, de l'identité. Donc, ces lectures-là, ils alimentent un peu mes recherches au niveau en art visuel. En général, c'est mes sources d'inspiration. Des auteurs comme Amin Maalouf ou Nicolas Bouvier, ou des auteurs qui travaillent sur ce genre de questions. D'accord. Et c'est quoi les projets pour le futur? Des expositions prévues, peut-être à Laval? Oui, peut-être. Je travaille toujours sur ma création, je travaille toujours, mais je n'ai pas de date vraiment définitive à communiquer par rapport à des expositions futures. Mais il y a des choses qui se préparent. D'accord. En tout cas, j'espère qu'on aura bientôt beaucoup de plaisir à vous découvrir à Laval, de voir l'étendue de votre talent que j'ai eu la chance de découvrir récemment à Laval. Merci beaucoup, Youssef. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, et merci pour l'invitation. Voilà. Donc, on vous laisse sur ces belles images de l'exposition Étendue de Youssef Garbaoui, un Lavallois qui est aussi professeur d'art visuel multimédia au Collège international de Laval. Puis, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine.